Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. L'impuissance acquise, ou Learned Helplessness pour les anglophones, est un concept inventé par le psychologue Martin Seligman. On parle aussi de résignation ou de dépression acquise, parce que les symptômes, vous allez le voir, ressemblent beaucoup à ceux de la dépression. L'impuissance apprise fait référence à un processus de résignation qui se produit lorsque l'individu, ici le chien, subit de manière répétée un stimulus perçu comme négatif, auquel il ne peut échapper, au sens où il n'a aucun moyen de contrôle sur ce qu'il va se produire. Dans notre vidéo sur le renforcement négatif, on vous parlait des chevaux qui trouvaient une solution pour échapper à la pression parfois douloureuse du poids du cavalier en faisant ce qui était attendu. Imaginez que peu importe ce que le cheval propose, la douleur ne disparaît jamais. Cette réponse comportementale peut être assimilée au renoncement, à la résignation. En effet, la situation semblant ne pas pouvoir être contrôlable par l'individu, celui-ci perd toute motivation. Il généralise l'échec et ne cherche plus à trouver d'alternatives possibles. Il subit ainsi la situation désagréable sans réagir, on parle alors de dépression. Et pire, même lorsque des moyens d'échapper au stimulus apparaissent, l'individu en impuissance acquise n'agit plus. Il a appris, d'où la dénomination apprise, que son action n'influe pas sur la situation, que rien ni personne ne peut la changer. Arnold Schwarzenegger, le grand philosophe autrichien, ajoute que c'est une réaction d'abandon, une réponse fataliste, que ce que vous faites n'a pas d'importance. Ce processus a été mis en évidence par le psychologue-chercheur Martin Seligman. Dans une expérience sur les chiens qui serait heureusement pour des raisons éthiques évidentes interdite aujourd'hui, les chiens sont soumis à des chocs électriques sans qu'ils puissent y échapper. L'expérience se déroule en deux parties. Dans la partie 1, 3 groupes de chiens, A, B et C, sont placés dans une cage. Les chiens du groupe A sont simplement attachés un court instant puis libérés. Les chiens du groupe B reçoivent un choc électrique associé à un signal visuel qu'ils peuvent arrêter en faisant pression sur un levier. Les chiens du groupe C sont attachés à côté des chiens du groupe B et ils subissent tous les deux le même choc électrique au même moment. Mais les chiens du groupe C n'ont pas de levier, seuls les chiens du groupe B en possèdent un. Quand les chiens du groupe B appuient sur un levier pour stopper le choc du groupe C est également stoppé. Les chiens du groupe A sont témoins des mauvais traitements des deux autres chiens. Ils observent. Les chiens du groupe B ont vécu une mauvaise expérience à laquelle ils ont appris activement à se soustraire. Les chiens du groupe C ont appris à se résigner, à subir passivement les chocs, abandonnant tout espoir d'échapper à la situation. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Dans une seconde étape, les chiens ont été mis dans un dispositif dans lequel il suffisait, cette fois, de sauter un muret pour échapper au choc électrique. Les chiens du groupe A et B ont vite compris et se sont échappés. Malheureusement, les chiens du groupe C ont appris à subir et à rester passifs face à cette situation qu'ils considèrent maintenant comme incontrôlable. Ils ne tentent pas de s'y soustraire et n'envisagent même pas que ce soit possible. Fort heureusement, il existe une fin heureuse à cette expérience. Les expérimentateurs ont porté plusieurs fois les chiens du groupe C par-dessus le muret pour leur montrer qu'il existait une solution à leur situation. Et les fois suivantes, les chiens C ont pu sauter par eux-mêmes par-dessus le muret pour se soustraire au choc électrique. L'espoir n'est donc pas totalement perdu, et l'exemple donné par un individu peut redonner l'élan nécessaire. L'impuissance apprise est donc un processus partiellement réversible. Au-delà de ces expériences, ce processus peut être rencontré dans le quotidien. C'est notamment le cas des apprentissages par immersion qui ne sont pas contrôlés. L'exemple le plus typique est celui du chien qui a peur des coups de fusil et qu'on va attacher à un piquet. On va ensuite tirer plein de coups de fusil à côté de lui pour qu'il s'habitue. Ou pas. Et oui, le chien se couche et ne réagit plus. La croyance populaire pense alors « il s'est habitué », alors que le chien est en état de dépression aiguë qui peut évoluer en cas de dépression chronique. Oui, cet exemple est un peu caricatural, mais il en existe malheureusement plein d'autres à des degrés moindres. Tout ce que l'animal perçoit comme un traumatisme auquel il ne peut se soustraire va le pousser vers ce processus. Un chien qui reçoit un coup de collier électrique peut par exemple ne plus vouloir sortir de chez lui, jouer ou même manger. Ou encore un chien qui est tenu très fermement pendant un examen vétérinaire douloureux peut apprendre qu'il n'existe aucune solution et donc va subir tous les actes de manière passive. Ce processus est plus largement répandu qu'il n'y paraît. Un autre exemple est l'éléphanteau qui est attaché à son arbre par une simple corde. Il ne peut s'en libérer et finit donc par abandonner la lutte. Une fois adulte, il peut rester sagement attaché à son arbre alors que sa seule force pourrait suffire à le libérer. Nous retrouvons cette notion d'impuissance apprise dans certaines formes d'apprentissage. Par exemple, une expérience a ainsi été réalisée par Clarice Nixon, professeure de psychologie sur ses élèves. Elle donne à tous les étudiants des anagrammes à réaliser et leur demande de lever la main dès qu'ils ont trouvé la réponse. La moitié de la classe rapidement lève la main pour l'anagramme numéro 1 puis l'anagramme numéro 2, alors que la seconde moitié de la classe n'a toujours rien trouvé. Puis, il leur est demandé de résoudre un troisième anagramme, et là encore, seulement la première moitié de la classe trouve la solution. Le professeur leur explique alors que la première moitié de la classe avait des anagrammes 1 et 2 faciles, et que la deuxième moitié avait des suites de lettres sans anagramme possible.
Par contre, le troisième anagramme était le même pour toute la classe. Alors pourquoi la deuxième moitié de la classe n'a pas trouvé, me diriez-vous? Car après être passés par différentes émotions, comme la colère, l'incompréhension, ils se sont résignés au fait qu'ils n'y arriveraient pas. Nous voyons ainsi bien la puissance que peut avoir cette notion, ce que nous pouvons faire croire et apprendre à son cerveau. Les enfants qui ont des mauvaises notes alors qu'ils fournissent des efforts de travail finissent ainsi persuadés qu'ils n'y arriveront jamais. A contrario, pour gagner de l'estime de soi, l'enfant a besoin de voir que ses choix ont de la valeur. Ainsi, lui laisser le choix de la couleur du t-shirt qu'il va mettre pour aller à l'école va l'aider à être entrepreneur dans ses futures décisions. Bon, évidemment, n'hésitez pas à l'aider un peu dans cette démarche, sinon un jour il s'habillera n'importe comment. Mais revenons à nos chiens, nous trouvons également cette impuissance acquise dans certaines méthodes d'éducation. Notamment dans celles où le contrôle humain est maximal et que tout écart de conduite donne lieu à une punition. Le chien a appris que seuls les ordres conduisent à une action possible, et donc a appris à ne jamais avoir l'initiative des actions. Il n'a plus de volonté propre. Alors oui, je vous l'accorde, avoir un chien qui obéit au doigt et à l'œil, c'est vraiment chouette, mais pas au prix de son bien-être. La relation lors d'un apprentissage doit être basée sur la confiance, pas sur la résignation ou sur la peur. Et je pense que vous voyez où je veux en venir, si c'est fait de façon répétée et intense, le chien finira par ne plus se faire confiance, ne plus réfléchir, ne plus proposer, ne plus apprendre. Sa motivation diminue et dans les cas les plus sévères, le conduit vers un état dépressif. Ainsi, si on veut qu'un chien soit bien dans ses pattes, il faut développer sa confiance et garder sa motivation intacte. Et c'est ainsi que le courant de pensée psychologie positive développé en médecine humaine dans les années 90 voit le jour. Et, surprise, l'un de ses initiateurs est Martin Seligman. Encore lui. Ce courant de pensée repose sur l'étude du fonctionnement normal d'un individu. C'est-à-dire quels sont les moyens à mettre en œuvre dans son environnement pour lui-même pour maximiser son plein potentiel et obtenir le meilleur de lui. Attention, il ne s'agit pas d'être le plus efficient possible ou encore d'être toujours au top, au détriment de son bien-être, mais bien de développer la résilience de l'individu face à ses compétences personnelles, c'est-à-dire sa capacité à rebondir et s'adapter de façon harmonieuse à toute modification de son environnement, tout en restant le plus épanoui possible. Le principe général de cette psychologie positive est de valoriser les points forts de l'individu pour obtenir et garder une motivation interne et une confiance élevée. Un enfant en difficulté scolaire mais pour lequel tous les progrès même minimes sont valorisés, gardera ainsi sa motivation pour continuer à travailler. Un chien phobique des coups de feu qui est soumis à des bruits de faible intensité et qui est récompensé à toutes les étapes franchies aura envie de poursuivre cette désensibilisation et reprendra peu à peu confiance en lui. Pas besoin d'être malade pour renforcer ou développer ses aptitudes. Pas besoin d'être en difficulté scolaire pour apprécier les encouragements et les bonnes notes. Ainsi, lorsque nous laissons un chien sain choisir son propre chemin en extérieur, certes nous le renforçons, mais nous augmentons également sa confiance en lui et son estime de soi. Les apprentissages sont meilleurs lorsque l'individu garde son envie d'apprendre. C'est une motivation interne. C'est aussi pour cela qu'en renforçant positivement les comportements souhaités, l'individu apprend plus vite que lorsqu'il apprend par crainte de réprimande ou absence de choix. Bref, vous l'aurez compris, l'impuissance acquise n'est que la résultante de mauvaises méthodes d'apprentissage, allant de simples manques de choix jusqu'à des traumatismes physiques. A contrario, en se basant sur un apprentissage respectant le bien-être du chien, en développant sa confiance en soi et en gardant sa motivation à apprendre, on tendra vers ce fameux développement optimal de notre chien. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit? Eh oui, et à la semaine prochaine. Tiens mon chat.